Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aux Ateliers de Louis pour ce nouveau dialogue littéraire. Au programme ce mois-ci, je vous propose 2 belles rencontres en compagnie des auteurs Laurent Greilsheimer et Anne Persin. Nous irons ensuite à la librairie Dialogue retrouver Marion, libraire au rayon Sciences Humaines, qui nous présentera sa sélection de livres d'histoire. Des milliers de pages ont été écrites sur l'affaire Dreyfus, mais curieusement très peu sur le capitaine Dreyfus lui-même. Le journaliste et biographe Laurent Greilsheimer se met dans le sillage de l'illustre capitaine et va suivre l'homme pas à pas dans sa descente aux enfers. Sans plus attendre, je vous propose de commencer cette émission en retrouvant l'auteur Laurent Greilsheimer en compagnie de Laurence. Laurent Greilsheimer, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter La vraie vie du capitaine Dreyfus, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Talendier et dans lequel vous nous livrez le portrait d'Alfred Dreyfus en mini-séquence, comme si vous le filmiez au plus près. Alors, avant tout, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce personnage historique dont la personnalité est bien moins connue que l'affaire qui porte son nom? Par une curiosité, j'allais dire presque personnelle, dans la mesure où je suis moi aussi alsacien. Moi aussi, j'ai une famille qui vient en fait du bassin germanique. Et donc, il y a déjà ce point commun très fort. Et donc, c'est tout à la fois cet aspect-là et le fait que pendant très longtemps, je me suis occupé de justice pour le journal Le Monde. J'ai été d'une certaine manière chroniqueur judiciaire, j'ai fréquenté beaucoup les palais de justice et donc aussi l'injustice, que je me suis intéressé au capitaine Dreyfus, qui est l'incarnation de l'injustice. Alors dans votre livre, vous nous livrez donc une biographie d'Alfred Dreyfus. Comment est-ce que vous nous présenteriez cet homme? Qui était-il et d'où venait-il? Alors ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait c'est un jeune homme issu d'une famille d'industriels très fortunés. Et donc la vie pour lui s'ouvre de manière assez magnifique, assez facile. Il est brillant, il est intelligent, il est polytechnicien. Et donc il se destine à entrer dans l'armée parce qu'il veut venger la France, il veut la revanche de la France, avec l'espoir de restituer l'Alsace à la France. Et c'est un peu ce destin brisé que je raconte, parce que ce rêve va être détruit très rapidement, parce que tout jeune capitaine, admis comme un des meilleurs éléments au sein de l'état-major, il va être désigné comme traître, ce qui évidemment n'est pas le cas. À travers ce portrait, on découvre qu'Alfred Dreyfus était avant tout un grand patriote qui avait une foi inébranlable en la République. Comment est-ce que ce patriotisme a pu le guider et peut-être l'aider dans le combat qu'il a dû mener? Alors une fois qu'il va être accusé de haute trahison, une fois qu'il va être condamné et déporté en Guyane sur l'île du Diable, finalement on ne se rappelle jamais assez que pendant 4 ans et 4 mois, il va être une sorte de prisonnier solitaire, personne n'a le droit de lui parler, les gardiens n'ont pas le droit de lui parler, il n'a pas le droit de parler à ses gardiens. Et finalement, ce qui va lui faire tenir, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est la foi dans la justice, alors qu'il est victime d'une monstrueuse injustice, et va d'une certaine manière permettre aussi à ce que cette justice, cette République s'établisse de manière plus ferme, mais à travers malheureusement tout le calvaire qu'on lui impose. Alfred Dreyfus était juif et l'antisémitisme forcené qui régnait à l'époque de l'affaire Dreyfus a d'ailleurs contribué à son accusation. Mais il en parle très peu dans ses écrits. Alors quel était son rapport à la religion? Le capitaine Dreyfus fait partie de ces juifs qui à l'époque veulent être très discrets, veulent réserver finalement le judaïsme, leur religion à la sphère privée. Et publiquement, il n'en parle pas ou quasiment jamais. Une seule fois, il se permettra devant un militaire de dire « je suis condamné parce que je suis juif ». Ce sera la seule fois. En réalité, c'est un homme qui est respectueux de ses origines, qui, lorsqu'il se marie à la synagogue, mais qui est avant tout un rationaliste, un homme de progrès, et pour qui la religion, d'une certaine manière, ne représente pas le progrès. Sur l'antisémitisme, je crois qu'il faut toujours se remémorer que c'est une période, les années 1880-1890, qui sont vraiment une période où la flambée de l'antisémitisme atteint des niveaux incroyables, où vraiment la plus grande partie des médias, à l'époque la presse écrite, sont antisémites, développent un discours antisémite. On pense toujours qu'après 1870, la République s'établit fière, insubmersible. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a un camp nationaliste très puissant, composé d'une presse antisémite, d'une église catholique très conservatrice, d'une armée également très conservatrice. Et l'affaire, avec ses rebondissements juridiques, l'affaire Dreyfus va permettre à cette République, qui est encore à l'âge de l'adolescence, de devenir adulte.
Direction maintenant la fin du 19e siècle. Entre Paris, Bruxelles ou Pont-Aven, on retrouve un jeune Belge, Hugo Bosch, ou encore un certain Gauguin, autodidacte à la grande gueule qui croit en son génie. Ils font partie de cette avant-garde qui veut peindre autrement, voir autrement, vivre autrement. En mêlant réalité et fiction, Anne Persin signe avec ses singuliers un roman éblouissant. On la retrouve tout de suite au micro de Laurence. Anne Persin, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Les Singuliers, un très beau roman qui vient de paraître aux éditions du Rouergue et qui nous plonge au cœur de l'école de Pont-Aven, dans le foisonnement artistique de la fin du 19e siècle, à travers une conversation épistolaire qui mêle des personnages fictifs et des figures historiques. Alors avant tout, comment l'idée de ce roman s'est-elle construite pour vous et pourquoi avoir choisi de vous intéresser à cette époque et à ce contexte artistique en particulier ? Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, ce n'était pas mon idée initiale de parler de cette période. Je pensais me consacrer davantage à une époque que je connaissais mieux, parce que mes études littéraires ont été consacrées en grande partie au mouvement Dada et au surréalisme. Donc j'avais depuis longtemps l'envie de travailler sur quelque chose, un rapport d'amitié entre artistes, un lien très fort entre deux artistes. Donc du coup, mon idée initiale d'écrire quelque chose autour du foisonnement artistique des années 20, voilà, je me suis dit non, la révolution elle commence avant, elle est là avant et en plus il y a une matière romanesque très riche. Et j'avais aussi envie d'écrire un livre où on prendrait un petit peu les grands mythes de la peinture moderne, que sont Gauguin et particulièrement Vincent van Gogh. On les prendrait à la naissance, à la racine, c'est-à-dire avant qu'ils soient connus, et avec, voilà, avec une manière de les montrer au moment où c'est encore les années de galère, au moment où les gens qui les fréquentent ne savent précisément pas qu'ils seront plus tard des mythes. Alors avec Les Singuliers, vous faites revivre toute une époque à travers une conversation épistolaire. Pourquoi le choix de cette forme en particulier et qu'apporte-t-elle au roman ? Je cherchais une forme de narration qui serait la plus vivante possible. Parce que j'avais pas du tout envie d'écrire une biographie, je ne suis pas biographe, moi je me définis vraiment comme romancière, j'adore la fiction et j'aime travailler la fiction. Et qu'on soit, voilà, comme les personnages en fait, qui découvrent ces artistes et qui ne savent pas du tout qui c'est. C'est un jeu de construction et c'est le lecteur qui le construit, qui se laisse mener d'une lettre à l'autre et qui a ce plaisir, parce que pour moi c'est vraiment un plaisir aussi de lecture, de construire l'histoire, voilà, de tisser les liens, c'est le lecteur qui tisse les liens en fait. Alors cette conversation épistolaire, elle est menée principalement par 3 personnages fictifs, mais qui vont être au contact de figures historiques, certaines d'entre elles, je pense notamment à Paul Gauguin, vont d'ailleurs s'exprimer dans certaines lettres. Comment est-ce que vous avez vécu le fait de mêler personnages fictifs et figures historiques, et est-ce que le rapport à ces personnages est le même ? Il ne peut pas être vraiment le même parce que les personnages fictifs, on les maîtrise. Quand on est romancier, ce sont nos créatures. On les a fait naître, on les dirige plus ou moins. Parfois, ils se dirigent tout seuls et on a du mal à les suivre. Mais bon, au moins, en quelque sorte, on les possède. Les personnages historiques, on ne peut pas. Je ne voulais pas leur prêter des paroles qu'ils n'auraient pas dites, etc. Et finalement, j'ai été obligée aussi de le faire parce que certains personnages avaient un poids dans l'histoire. Je pense à Paul Gauguin notamment. Je suis même allée jusqu'à faire ce que je ne voulais pas du tout faire. Je m'étais promis de ne pas faire parler ces personnages historiques. Et il y a une lettre de Paul Gauguin qui est un faux, enfin c'est un pastiche. Il y a une lettre de Paul Gauguin que j'ai écrite et c'était une lettre nourrie par toutes les autres lettres de Gauguin que j'avais lu, parce que j'ai bien sûr voilà, lu toute la correspondance de Gauguin, celle d'Émile Bernard, celle de Vincent van Gogh. Et voilà, au bout d'un moment, on finit par maîtriser un petit peu le vocabulaire, la personnalité. Mais certaines figures restaient intouchables. Par exemple, dans le roman, il est très très souvent question de Vincent van Gogh, mais c'était pour moi vraiment là intouchable. Là, j'avais vraiment l'impression qu'on était quand même face à un tabou et je ne pouvais pas faire intervenir Vincent van Gogh. C'était pas possible. Nous sommes maintenant à la librairie Dialogue pour retrouver Marion. Bonjour Marion. Bonjour Mathilde. Alors, quelle est la sélection que tu vas nous proposer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres d'histoire. Donc tout d'abord celui de Nicolas Offenstadt, l'histoire Un combat au présent, publié aux éditions textuelles. En fait, il va s'interroger sur la place qu'a aujourd'hui le passé dans la société. Et il va un peu à l'encontre de la mouvance actuelle qui veut faire de l'histoire une science figée, qui vont un peu glorifier une France un petit peu royaliste, éternelle, pour créer une sorte d'identité, de sentiment d'identité nationale.
L'autre argument de son livre, c'est de prôner une histoire beaucoup plus en plein air. C'est-à-dire que lui-même, en tant que professeur, va avec ses étudiants dans différents monuments, dans des tranchées par exemple, pour faire de l'histoire. Et il se rend compte que l'impact est beaucoup plus important sur ses étudiants et autrement sur les divers publics quand il y a vraiment un lien physique entre le passé et le présent. Donc voilà, c'est un livre vraiment très stimulant, très captivant, qui peut être conseillé à tout historien et à tous les grands amateurs d'histoire. Donc quel est le deuxième ouvrage que tu vas nous présenter? Alors le deuxième, c'est un essai. Donc c'est le Rideau de fer de Anne Applebaum, publié chez Grasset. Donc il arrive 10 ans après le fameux goulag qui lui avait valu le prix Pulitzer en 2004. Donc là on se retrouve dans l'Europe de l'Est juste après la guerre, donc en 1945, donc une Europe complètement dévastée, complètement détruite. Et elle va raconter comment en fait va être mise en place la soviétisation forcée des sociétés. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui fait la force de ce livre-là, c'est qu'elle a puisé dans les archives des pays d'Europe de l'Est et dans de nombreux témoignages de personnes ayant vécu à cette époque. Et donc elle en a retiré un livre vraiment magistral, vraiment très très intéressant et très facile à lire. Très bien. Et le dernier, je crois que c'est une biographie. Alors le dernier, c'est le livre de Lindsay Armstrong. C'est une biographie de Charles Quint. Donc Lindsay Armstrong, c'est un ancien délégué en fait, de l'Union européenne en France. Donc c'est un pro-européen, il est né à Johannesburg, mais c'est un pro-européen. Et il va il va dessiner vraiment un portrait très atypique de Charles Quint en faisant un homme éclairé, qui était vraiment féru d'art, d'humour, plein d'humour et qui était assez proche de ces sujets. Avec cette biographie, on va vraiment naviguer dans le XVIe siècle européen et rencontrer les grands noms de l'époque comme Erasme, Titien ou aussi François Ier et Soliman avec lesquels il avait de gros problèmes, mais également Luther. Et donc c'est une biographie très très intéressante à lire, très fluide, que je conseille vraiment à tous les grands amateurs d'histoire. D'accord, très bien. Bon. Voilà. Ben, je te remercie Marion et puis à très bientôt. À bientôt. Voilà, notre émission est maintenant terminée. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, très belle lecture.